Aujourd'hui, la vie est belle, tous les cris, les SOS. Vraiment content de recevoir Marie-Denise Pelletier, passer une bonne heure avec elle devant un verre de bulle. On parle entre autres, tu sais, elle a eu une carrière extraordinaire et là, elle se retrouve avec ses deux chums de filles au top. C'est pas rien quand même comme expérience. Une belle rencontre humaine avec elle. Merci à notre commanditaire cette saison du balado, le Club Boomerang, la nouvelle destination web pour magasiner. C'est-à-dire que vous passez par le Club Boomerang pour vous retrouver chez vos 100 marchands préférés au Québec. Tu sais, là, des Simons, des Lowley, des Sorel et compagnie, Linen Chest. Vous achetez là et après avoir acheté dans ces boutiques en ligne, vous revenez dans votre compte du Club Boomerang. Et votre argent revient. C'est un boomerang? Ouais, c'est un programme de remise en argent. Allez le découvrir. L'adresse est toute simple. Boomerang.club. Le membership est gratuit. C'est nous qui vous redonnons de l'argent. Voilà, c'est parti. Bonne rencontre avec MDP. Balado, épisode 81. Marie-Denise Pelletier. 3, 2, 1. À un moment donné, je rencontre dans un cocktail ou je sais pas trop un lancement. Luc Plamondon, juste pour te dire comment j'avais de la broue dans le toupette. Luc m'avait dit si t'as besoin de chansons, tu viendras me voir. Je dis non, je n'ai pas besoin de toi. J'écris mes choses. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leurs vraies couleurs et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Marie-Denise Pelletier, salut! Bonjour, François. Hey, on s'était jamais rencontrés. Ben non. C'est fou, hein, pareil? Ben oui. Écoute, la vie, elle est ainsi faite. Souvent, on vit dans des circuits parallèles. Oui, absolument. La chanson, la télé. Ben écoute, très heureuse de te rencontrer. Puis là, quand t'as entendu dans le jingle le mot bulle, t'as spoté la bouteille, tu l'as pointé. Écoute, moi, je suis pas une fille qui boit beaucoup, mais j'adore les bulles. Ben, les bulles, c'est pas de l'alcool, c'est un groupe alimentaire. Ah bon, d'accord. Ben oui. OK. Oui, non, mais ben, écoute, si tu le dis. c'est essentiel au bonheur de l'humain. Sûrement. Oui, mais ça a Sûrement. quelque chose. Tu peux pas avoir la bulle triste. J'imagine que non. Que non. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout les bulles. Ouais. Peut-être qu'ils sont tristes, dans le fond. Non, on veut pas porter de jugement. Non. Mais c'est sûr que les bulles, ça rend heureux. En faisant ma recherche, j'ai réalisé que t'as pas tant donné d'entrevues sur toi dans ta vie puis qu'on te connaît pas tant. Hein? Écoute, il y en a eu quand même des grandes entrevues, je dirais plus dans les années 90. Il y avait Marie-Claude Lavallée qui avait fait une grande entrevue. Il y a Louise Deschâtelet aussi qui m'avait interviewée, surtout sur mon implication au niveau humanitaire. Mais des grandes entrevues, non, j'en ai pas fait tant que ça. Quand t'es capable de dire il y a celle-là, il y a celle-là, Oui. il y a celle-là, c'est que t'en as pas fait 1 million. Là. Écoute, il y en a peut-être quelques autres, mais pas tant que ça. Hey, cheers! Merci d'être là. Hey, santé! Ça commence bien, ça? Tac, parlant du commencement, le début, t'es une fille de ville ou une fille de campagne? Oh! Oh! Là, on le sait que Écoute, t'es rendu une fille dans le bois, là, mais, oui, ben, mais la question. la genèse, là. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment, en fait. C'est que moi, je suis née dans le Faubourg Ramlas, ici à la rue Cartier et Ontario, dans la maison. Vraiment à côté du studio. Oui, absolument. Mais j'ai été élevée dans le quartier de Rosemont, donc sur l'asphalte, sur le ciment. Donc, il y a une fille de ville qui est qui est moins présente maintenant, mais j'ai vécu la ville à 100 000 à l'heure. Les ruelles. Je suis allée à l'école, justement, la garderie dans le cours, dans la ruelle, parce que, bon, il y avait 6 enfants par logement. C'était un quartier quand même assez modeste où on habitait. Mais ça, j'ai vécu la ville à 100 000 à l'heure. Sauf que, tous les étés, ça commençait à l'âge de 5 ans. On a fait du camping sauvage au Lac-Ayotte à Sainte-Béatrix avec ma mère, mon frère qui est tout près de moi. Les 3 plus vieux étaient déjà sur le marché du travail. Donc, je dirais que ces étés-là, on partait à Saint-Jean-Baptiste, on revenait à la fête du travail. Écoute, je pense que ça a sauvé mon équilibre psychologique, je Et dirais. là, camping sauvage, pas d'eau, pas d'électricité, rien pantoute? Non, rien pas en tout. Ben, L'été écoute, au complet? On avait le petit poil Coleman, on avait... Regarde, je vais t'expliquer le contexte. C'était fille de Caleb, là? Oui, mais c'était
fantastique. Autant que moment en ville nous tenait de même. Là. OK. Écoute, à la campagne, c'était allez vous perdre dans la nature du bon Dieu. Main de fer en ville, gants de lourd dans le bois. C'est en plein ça. Écoute, mon frère, on partait, puis elle s'inquiétait pas. Elle dit, quand ils vont avoir faim, ils vont revenir. Alors, on allait grimper aux arbres, on allait escalader des montagnes, on passait notre journée à se baigner. Il y avait un règlement, c'est que c'était un 680 heures qui appartenait au diocèse de Joliette. C'était des camps de vacances et on était la seule famille qui avait le droit de camper sur le bord du lac. Pourquoi? Fouille-moi. Ben, mon frère avait étudié pour être prêtre. Finalement, il l'a jamais été, mais son grand ami s'occupait du lac Ayotte. Je sais pas ce qu'il a fait pour le convaincre. C'est correct. Ben, écoute, non, parce qu'on payait. On payait selon ce qu'on avait. Mon frère avait acheté la tente, tu sais, déjà, les plus vieux contribuaient. Mais ça a été extraordinaire, en tout cas pour mon frère et moi. Comme je te disais, la liberté. On regardait les fleurs pousser. On était en pleine nature et surtout, maman nous laissait faire. Fait que c'est pour ça. J'ai été vraiment une vraie citadine, c'est sûr. J'ai vécu ma vie à Montréal jusqu'à 30 ans. Intensément, j'ai vécu dans le trip des discothèques, le centre-ville. J'ai sorti, j'ai dansé. J'ai étudié, bon, j'ai fait mes études à l'école primaire dans le quartier Rosemont, je suis allée jusqu'au cégep, bref. Alors, j'ai vécu intensément la ville. Et, mais, à l'âge de 30 ans, j'ai voulu me rapprocher de cette campagne-là qui me manquait, dans le fond, mon petit bord de lac. Puis là, t'es dans le bois, là. Pour l'équilibre, oui, à cause de ce métier-là aussi. Parce que on est intensément sur la route, on est partout à la fois, on est avec plein de monde toujours. Et je me suis rendu compte que pour mon équilibre, j'avais besoin là de mettre ça à zéro. Et quand j'arrive à la campagne, c'est le silence, moi j'appelle ça ma cathédrale, là. C'est mon contact avec un peu l'au-delà, tu sais, c'est ce qui me ramène à l'instant présent. J'écoute mes oiseaux, tu sais, le monde dit t'écoutes jamais mes oiseaux, c'est pas les, oui, c'est les mes. miens. Non, c'est les miens. Mes petits oiseaux, mais là j'ai des poules. Alors ça c'est mes poules, je les ai achetées. Mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte à la fin de la vingtaine que j'avais besoin des deux pour mon équilibre psychologique, pour mon équilibre mental, mon équilibre spirituel à tous les niveaux. La foule, les applaudissements, mais après, mes petits oiseaux. Oui, absolument. Le silence surtout. Moi, j'adore le silence. Parce que la musique, elle est omniprésente dans ma tête, tu comprends? J'ai pas besoin d'écouter de la musique. Moi, j'ai toujours de la musique, un air qui me passe par la tête. Quand j'étais jeune, j'étais comme une éponge. J'absorbais toute la musique que j'entendais. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Moi, mon hamster qui tourne, c'est des mots. Moi, mais toi, c'est de la musique. Moi, c'est de la musique. Tu vas me dire un mot. T'as une playlist en permanence dans la tête? Absolument. Écoute, tu me lances un mot, une expression, je pars une toune. L'autre jour, j'étais avec Marie-Carmen. Ne fais pas ta Céline en entrevue. Non, je le fais pas. Mais avec Marie-Carmen, des fois, on est en train de se maquiller, puis là, elle me dit quelque chose, là, je pars une toune, puis là, elle continue. La musique, elle est omniprésente, elle fait partie de mon ADN. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin un peu de silence, j'ai besoin d'arrêter cette espèce de mental fou, tu sais, parce que j'adore ça, mais à un moment donné, on aime ça. Mais tu sais, tu disais ADN, tu voulais être une chanteuse, toi. Oh mon Dieu, aussi loin que je me souvienne, j'ai fait mon premier concours d'amateur. En fait, j'étais pas dans le concours, mais j'étais à 4 ans au sous-sol de l'église Saint-François-Solano, dans le quartier de Rosemont. Il y avait un concours. Et maman, elle trouvait que j'étais jeune. J'avais 4 ans. Je trouvais que j'étais un peu jeune pour m'inscrire dans un concours où il y avait toutes sortes de monde, des grands, des petits, des bons, multidisciplinaires. Bref, elle dit, tu vas aller chanter, mais elle dit, tu seras pas dans le concours. J'en ai voulu, là, mais bon. C'est pas grave. J'ai quand même participé. On sent encore la crotte sur le cœur. Ah non, j'ai tout réglé avec maman depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je voulais, tu sais, même je voulais être déjà gagnée à cet âge-là. C'était effrayant. Mais bref, tout ça pour dire que donc, je me souviens de ce moment où j'ai mis les pieds sur la scène. Et là, il y avait mon frère Claude qui faisait jouer le tourne-disque parce je chantais par-dessus les 45 tours. Et là, il y avait les gros aircraft là, qu'on appelle les lumières de scène qui m'éclairaient. Et là, je voyais rien. C'était le noir total. Je voyais pas les gens dans la salle. Alors, je me suis tournée vers mon frère. J'ai dit, mais ils sont où les gens? Imagine une petite fille de 4 ans qui dit, mais ils sont où les gens, tu sais? Et là, j'ai entendu le murmure, le rire des gens dans la salle. Et là, cette drogue. Et là, j'ai su, à ce moment-là, en regardant ces éclairages, j'ai dit, moi, je suis sur la terre pour ça.
Ça a duré une fraction de seconde. Je me suis rappelé de ça plus tard. Mais c'était là. J'étais due pour être une chanteuse, moi. Une chanteuse, mais quand même assez studieuse, tu sais, rapidement. Tu as étudié avec Lucille Dumont, la grande Lucille Dumont, quand même, c'est quelque chose. Ben en fait, il faut dire que j'ai erré avant ça. OK. J'ai erré pas mal parce que c'est sûr, quand j'étais jeune, je disais à tout le monde que je serais chanteuse un jour. Ma mère, elle était d'une génération extrêmement insécure. Elle a vécu la guerre. Donc, elle voulait... Tu sais, quand je disais que je voulais être chanteuse, mon Dieu. Pas un artiste. Ah non, tu sais, elle dit, tu vas te trouver une job, c'était tu sais, parce que ma mère... ça a été difficile, l'enfance. C'est elle qui tenait les cordons de la bourse avec un père pas trop responsable. Bref, elle a souffert d'insécurité. On réalise pas à quel point financière. les gens de cette génération-là l'ont eu tough. Ils l'ont eu tough. Ils l'ont eu vraiment tough. Comme je te disais, avec mon père aussi, qui était pas sérieux tout le temps à ce niveau-là. Alors, elle m'encourageait pas. Elle savait que j'avais du talent, mais elle m'encourageait pas. Elle a dit, finis tes études, va faire ton cégep, tu sais. Et je suis allée, bon, j'ai fait mon secondaire 5. Moi, j'étais douée à l'école. Je faisais pas grand-chose, puis je réussissais bien. J'étais très présente devant mes professeurs. Et si je tombais sur des excellents professeurs, alors là, je pouvais absorber. Comme je te dis, j'avais un principe d'apprentissage d'éponge, tu sais. Et là, donc, je m'en vais au cégep, en lettres, littérature et cinéma. On n'est pas trop loin. Je suis dans l'écriture, j'écris beaucoup à l'époque. Et là, mes profs, ils savent, ils découvrent que je chante. Ils me font chanter dans les salles de profs, ils me font chanter dans les parties. Et j'avais des profs, là, pas piquer des verres, Aline Robitaille, il y avait vraiment une cohorte extraordinaire. Écoute, j'allais dans les parties, Gaston Miron était là. Il y avait vraiment une effervescence au niveau de toute cette période-là. Et ils m'ont beaucoup encouragée. C'est les années rock'n'roll d'un cégep aussi, là. Ah ben oui. Ah oui. Écoute, on était dans la création, on était dans... Écoute, c'était vraiment stimulant. Ces gens-là, là, écoute, tu buvais le parole. Bon. Alors, donc, ils m'ont dit, toi, faut que tu chantes. Je dis, il faut absolument que tu chantes. Ils m'ont donné vraiment le coup de pied qu'il fallait pour me dire, OK, il faut que je poursuive mon rêve, tu sais, que j'avais laissé tomber un peu dans l'adolescence. Et là, je dis à ma mère, maman, là, j'avais fini mon deck. J'ai dit, je m'en vais travailler. Je vais ramasser mes sous, puis je m'en vais étudier le chant, parce que c'est ce que je veux faire. Et là, j'atterris chez Lucille, qui avait un atelier de la chanson à l'époque. Lucille, pour les plus jeunes là, qui écoutent et qui savent pas c'est qui. Oui, écoute, c'est qui, elle? C'est une femme extrêmement importante. Ça a été une pionnière de la radio, de la télé. Elle a été parmi les premières à faire de la radio, à chanter, à faire des télé-théâtres, à faire toutes sortes de choses. Et elle était une des premières femmes à animer une émission à Radio-Canada, on parle en 52, là, à la Romance, et tout ça. Elle a été là pendant des années. C'est une femme aussi qui a beaucoup encouragé la chanson québécoise dès le départ. C'est elle qui a chanté la fabuleuse chanson « Le ciel se marie avec la mer » que Jacques Blanchet avait écrit à l'époque. Là, on est dans les années 50. Alors, on sait que dans les années 50, Raymond Lévesque est là, mais il y a pas... c'est l'émergence de la chanson dite québécoise. Alors, elle a été parmi les premières interprètes aussi à encourager ça. Et bon, dans les années 60, elle a décidé d'abandonner sa carrière pour se consacrer à l'enseignement. Elle l'aura fait pendant presque 50 ans. Et là, moi, j'atterris en 1980 chez Lucille, la broue dans le toupette. Je me souviendrai tout le temps. Je m'en vais passer l'audition. Puis je suis tellement sûre de moi, tu comprends, que je sors de chez elle, je l'appelle. Ça fait 20 minutes que j'avais fait mon audition. Puis elle dit, bon, puis là, je lui dis, quand est-ce qu'on commence, tu sais? Là, à part, elle arrive, tu comprends, elle dit, je vais te rappeler. Parce que, tu sais, elle passait plein d'auditions, oui. là, tu sais. Alors, calme-toi, attends. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était mon énergie de 20 ans. Et tout ce que ma mère m'a pas donné à ce niveau-là, Lucille me l'a donné. Ça a été ma mère spirituelle. Ça a été la femme qui m'a dit, OK, elle a vu vraiment quel genre de fille j'étais. Elle a vu que j'étais paresseuse, que j'aimais pas travailler. Elle a vu que j'avais un diamant brut, mais elle m'a fait comprendre que si je travaillais pas, j'arriverais nulle part dans la vie. Donc, la voix que tu as dû la travailler ou déjà, quand
tu as commencé à utiliser tes cordes vocales, tout le monde autour te regardant en Oui. disant « aïe aïe ». Oui, c'est clair. Parce qu'on s'entend que là, c'est dans la catégorie « aïe aïe », tout le monde le dit. Ben, écoute, j'étais aïe à 4 ans, ça a l'air. Je chantais sur les tables des madames qui tricotaient. Puis il y a une femme que j'ai rencontrée 20 ans plus tard. Elle dit, toi, là, elle dit, tu nous faisais pleurer. J'avais 4-5 ans. Tu sais, mais ça, je m'en souvenais pas. Non, mais... Non, mais ce qui arrive, c'est que, oui, j'avais l'instrument. J'avais le coffre, j'avais plein de choses, mais c'était éparpillé, tu comprends? Il fallait canaliser. Rapailler, comme on dit en québécois. Il fallait canaliser tout ça et il fallait que j'ai de la discipline. Ça, c'était C'est tough. rough. Moi, je suis un bébé de famille, hein? Fait que là, c'est peut-être moi qui... Ma mère, je pense qu'elle avait fait comme, oh, tu sais, elle, OK. Bref, et je l'écoutais. Je suis quand même bonne élève et je me suis mise à travailler tous les jours mes vocalises, à tout ce qu'elle me disait de faire, et ça a été grâce à elle que j'ai fait le festival de Granby. Elle m'a vraiment inscrite à tous ces concours-là qu'on pouvait faire. Et vraiment, j'ai pas été longtemps chez elle. Là, j'ai étudié quand même une session ou deux, mais après ça, j'ai eu le privilège de son amitié jusqu'à sa mort. Ça a été une grande, grande amie, Lucille, et puis je pense encore à elle. Ça a parti vite, toi, quand même. Tu l'as dit, elle m'a inscrit à des concours. Le Granby, c'est quoi, l'Empire des futures stars? Ben, écoute, j'ai gagné Granby en 82. Mais bon, c'est sûr que tu sais, je veux dire, les conditions des concours à l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. On avait quand même une scène professionnelle. C'était Mouf qui faisait la mise en scène du spectacle au Palace à Granby. Donc, c'était mes premiers contacts avec les gens de l'industrie, des professionnels. Mais après ça, tu sais, il y avait pas autant de gens qui venaient. Bon, tu sais, aujourd'hui, tu gagnes, t'as un contrat de disque, tu sais. Oui. Mais à l'époque, j'avais La gagné... planète te connaît parce que là, tu passes à la TV, puis Oui. c'est 2 millions de codes d'écoute. C'est en puis, plein ça. Alors, moi... Là, tu l'as dit, c'est au Palace à Granby. Oui, absolument. Et les gens qui m'ont vu ce soir-là, c'est eux qui m'ont vu pour la première fois. Et c'est tout. Et c'est le journal de Montréal et la presse qui en parle le lendemain, mais en écrit une chanson, tu sais. Même pas. Je l'entends pas. Même pas. Non, c'était le journal de Granby. C'était local. Tu sais, oui. parce que maintenant, Granby, Ben, il y avait ça a gagné, il y avait hein. Monsieur Jacques Cossette de Radio-Canada qui faisait une émission avec les gagnants. Alors, donc, tout de suite, le lendemain ou la semaine d'après, on allait faire l'émission de Jacques Cossette à la radio, de Radio-Canada. Et, oui, on avait aussi, par la bande, Michel Jasmin. Je faisais, bon, alors, il y avait une petite entrée à Télémétropole, parce que c'était pas encore TVA à l'époque. Donc, j'avais fait, tu vois, j'ai gagné en 82 et en février 83, j'ai fait Michel Jasmin. Donc, il y avait des petites choses comme ça quand même qui étaient intéressantes. Ouais, mais c'est pas Starac, tu sais. Non, mais tout le travail était à faire, tu sais. Et là, en 83, j'avais un de mes grands amis, je me souviens plus de son prénom, Thériault, en tout cas, qui était journaliste au Pop Rock à l'époque, et qui... Le Pop Rock. Le Pop Rock. Le mais Pop Rock. Écoute, on est au début des années 80. Emballé dans du cellophane pour pas qu'on puisse lire les articles. Le Pop Rock, ben Jacques Landry, qui était un des journalistes, était mon grand ami. Okay. D'ailleurs, on était chez lui à la campagne, et là, ce monsieur Thériault-là, s'il entend l'entrevue, il va dire « Comment ça se fait qu'elle se souvient pas Je de suis mon pas prénom? » monsieur. Monsieur Thériault. Bref, il dit « Hey, il y a l'Empire des futures stars. Il dit, ça tenterait-tu? Oui, mais je dis, j'ai pas de band, j'ai pas de chanson, j'ai pas rien. » Ben, il dit « T'as 3 semaines pour te préparer. » Fait que j'ai trouvé des musiciens. Bon, c'est sûr que dans mon entourage, il y avait déjà des musiciens. Il y avait Benoît Sarrazin qui était déjà là, mon accompagnateur, avec qui je travaille depuis 40 ans. Puis bref, on a monté un band. On a écrit des tunes que j'avais déjà commencé à faire. 3 semaines plus tard, on se retrouve à l'Empire des futures stars. On se retrouve en finale. Après ça, on a fait un autre concours Rock Mitaine à Radio-Canada. La chanson a gagné au Canada, une chanson que j'avais écrite. Bref, ça se passe très vite. Et puis après ça, là, ça tombe. Et là, parce que je suis pas une fille de groupe. Je me suis rendu compte que, tu sais, le band en tant que tel, c'était pas ma tasse de thé. Et là, je me suis retrouvée avec Hélène Dallaire à écrire des chansons. Et là, à me promener avec ma cassette, d'aller au Club Soda à toutes les semaines. Et de voir Guy Brouillard, puis les gens de l'industrie, puis tu sais, vraiment, là, j'ai vraiment travaillé. Et parallèlement, j'ai rencontré Alan Cass, qui a été mon premier gérant. Bref, mais je peux te dire que j'ai vraiment
tu sais, il fallait se présenter à l'époque. Il fallait montrer de quoi on était capable. Mais j'avais une volonté, là. Mais c'était ça, c'était les années des démos pis des cassettes. Oui. Si t'avais pas de cassette, t'apprenais ta petite cassette, puis là, tu te promenais, justement, puis t'avais toujours ta cassette dans ta sacoche parce que tu sais pas que si tu rencontrais quelqu'un, tu sortais ta colline de cassette, là. Oui, c'était carrément ça. Puis c'est sûr que, bon, j'avais gagné Granby. Là, à l'Empire des Futurs Stars, je me suis fait valoir aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu comme les 3 concours en l'espace de peut-être 1 an et demi. Et fait que quand j'allais voir quelqu'un, et j'étais pas une parfaite inconnue, les gens de l'industrie commençaient à me connaître. Alors, tu sais, c'est peut-être... Mais t'avais encore une job de jour, puis tu gagnais pas ta vie avec ça pantoute, là. J'avais une job de jour puis de soir, puis oui. Puis on mangeait bien du beurre de pinot. Oui, c'est ça, exact. C'est les époques... difficiles, je dirais, mais à la fois très formatrices. Parce que c'est toujours ça que je leur dis d'ailleurs aux jeunes quand, tu sais, donnez-moi un conseil, tu sais, je leur dis, assoyez-vous jamais sur rien. Puis dites-vous qu'à partir du moment où vous gagnez un premier prix, c'est après que ça se passe. C'est là, c'est le travail que vous aurez à faire après, tu sais, parce qu'on est gagnant d'un concours. D'ailleurs, il y a des gens qui ont jamais gagné les concours, puis qui, tu sais, moi, je prends un exemple, Marie-Mé, qui ne l'a jamais gagné, le Star Academy, et qui tu sais, parce qu'elle, c'est une si tu regardes de tous les Star Acts qu'on a eu, là, Jacques Lavoie et compagnie, j'ai mélange là-dedans, là, oui. C'est tous les pas gagnants qui ont des carrières qui torchent. Mais peut-être pas tout, mais il y en a non, mais plusieurs. Quand tu regardes ceux qui ont explosé, c'est pas ceux qui ont gagné le grand trophée. C'est ceux qui ont travaillé le plus fort. Ouais. Et c'est ceux qui avaient ça dans la tête, puis qui n'étaient pas nécessairement prêts à ce qu'ils soient des vedettes le lendemain. Ou ceux qui avaient une signature particulière, oui, puis qui ne foutaient pas dans le format pour arriver en haut de la pyramide. C'est sûr, Ouais. c'est Je pense sûr. à une Charlotte. Non, puis tu sais, je veux dire, un artiste aussi, on mûrit, on vit des expériences, et puis bon, on prend des chemins de traverse des fois, mais c'est la vie qui forge le caractère, qui forge l'expérience. Alors, disons que c'est ça. Fait que ces 5 années-là, je dirais qu'elles étaient très formatrices, parce que c'est pas parce qu'on gagne un concours que tout va bien. Alors, entre 1980 et 85. Et là, en 85, je reçois une bourse du Conseil des arts qui me dit... OK, en fait, j'avais demandé une bourse pour aller étudier à Berkeley, à Boston, en jazz, parce que je mangeais du jazz à l'époque. Alors, je vais étudier 16 semaines aux États-Unis. Et à la fin de ma session, la direction me demande de venir dans leur bureau. Et là, ils me disent, en anglais, évidemment, qu'ils croyaient beaucoup en mon talent et ils étaient prêts à payer toutes mes études pendant 4 ans. Un full scholarship qu'on appelle. Wow. Moi, je suis assise là, j'écoute ça. Mais il a fallu que je refuse parce que j'avais déjà signé mon premier contrat de disque. Il y avait déjà un 45 tours qui jouait. Et puis... c'est échec et mat? Oui, échec et mat. Si j'avais eu 18 ans, je serais restée. Mais là, j'avais 25. Puis là, tu sais, il s'amorçait quelque chose quand même. Il faut les règles de la vie, hein? Absolument, mon destin aurait été très, très, très différent. C'est Ginette Renault qui s'est fait offrir une carrière américaine, puis elle dit non, je reste ici. Il y a plein de moments comme ça où c'est gauche-droite. Oui. OK, on s'en va par là. Oh, oui, absolument. Fait que t'aurais pu être la référence jazz. Je le sais pas, parce que je suis pas restée longtemps dans le jazz. La pop m'attirait beaucoup à l'époque, avec déjà le look, parce que moi, les cheveux comme ça, orange, je les avais même avant Cyndi Lauper. Moi, à partir de... ça, c'est pas un gérant qui a dit tu vas avoir l'air de ça. Oh mon Dieu, là. moi, à 20 ans, je travaillais à CSST, écoute, puis j'avais un triangle rasé sur la tête. T'avais ton petit look New Wave de même à la CSST. C'était vraiment New Wave, à la rigueur punk, là, parce que, tu sais... Et puis... Toi, t'as coûté cher de Spraynet au Québec, là. T'es consciente de ça, je suis là. pas toute seule, par exemple. Non, mais t'en influences une gang à scraper le chignon, puis... c'est clair. Premièrement, les cheveux orange fluo comme ça, j'étais toute seule de ma gang, là. Tu sais, les enfants me regardaient en machine même. Tu sais, aujourd'hui, ils ont les cheveux bleus, verts, toutes sortes de couleurs. Mais c'est sûr que j'ai sûrement influencé toute une génération. Parce que, mais c'était moi, ça. Il n'y a jamais personne qui m'a incité à changer de look ou à me dicter quoi que ce soit dans ma vie, de toute façon. Fait que là, les États-Unis t'ouvrent la porte, tu fais, j'ai pas le choix, je m'en vais à la maison parce qu'il faut que j'ai un 45 tours. Oui, en fait, j'avais signé pour un album déjà, donc je suis revenue, j'ai préparé mon disque, mais Berkeley m'a beaucoup aidée parce que je m'étais fait un grand ami là-bas, c'est lui qui a réalisé mon premier album, Premier Contact, Keith Barnhart, qui est un Américain. Alors, ça a été comme... Tu sais, je me dis, tout sert à quelque chose dans la vie. Il ne faut pas sous-estimer aucune expérience qu'on vit, que ce soit négatif ou positif. Tout nous sert. Alors, ça quand même... Moi, je dirais ce que ça m'a donné, parce que
même si j'avais de la broue dans le toupette, tu sais, puis que je manquais de confiance en moi. Vraiment, mon estime de moi-même était pas très grande. Alors là, de se faire dire par des Américains que j'étais assez bonne pour qu'ils investissent en moi, là, je suis revenue, que tu comprends, un peu gonflée à bloc au Québec. Puis je me suis dit, OK, t'es capable, là, go, tu sais. Alors, et là, ben, ça s'est enchaîné. Écoute, ça a été la folie. Ça a été la folie. Parce que le premier album a été super bien reçu. Écoute, on a vendu 20 000 à l'époque. Aujourd'hui, les artistes seraient bien contents de vendre 20 000 disques. Oublie ça. C'était humble, mais c'était une belle carte de visite. Mais c'est que parallèlement, je suis tout de suite embarquée dans Starmania. Alors, il y avait des 45 tours qui jouaient à la radio, partie via Vancouver et tout ça. Mais Starmania, vu que j'avais déjà un album de sortie, c'est moi qui ai fait toute la promotion dans les radios, les télés pour Starmania. Sauf dans les gros événements, la troupe y était au complet. Fait que ça, les gens, ça m'a fait découvrir. Comment on se ramasse dans Starmania? Comment tu rencontres Plamondon? Oh, ça, c'est trop drôle. En 85, donc, je reviens de Berkeley, je gagne ma vie, mon album n'est pas écrit, alors je joue dans les pianos-bars. Écoute, c'était l'hôtel La Citadelle sur la rue Sherbrooke, juste à côté de l'ancien Holiday Inn. Aujourd'hui, c'est des condos. Donc, avec Hélène, je chantais là toutes les fins de semaine. Je gagnais ma vie déjà en chantant. Ça, c'est ta job de soir? Oui, ça, c'était vraiment ma job de soir. Et là, à un moment donné, je rencontre dans un cocktail, ou je sais pas trop, un lancement, Luc Plamondon, qui m'avait déjà vu dans... C'est lui qui m'avait donné notre prix dans l'Empire des futures stars. Juste pour te dire comment j'avais de la broue dans le toupette, Luc m'avait dit, si t'as besoin de chansons, tu viendras me voir. Je dis, non, j'ai pas besoin de toi. J'écris mes choses. Mais c'est terrible. Écoute, on en a reparlé plus tard. Non, mais c'est le fun d'être jeune quand même. La jeunesse. On est au-dessus de nos affaires. T'as l'ultime hitmaker francophone au monde. C'est pas rien, là. Tu sais, qui dit, si t'as besoin d'un hit, ma belle, tu m'appelles. Non, puis je t'en fais. Oui. Laisse faire. J'ai pas besoin de toi. Ah non, puis en plus, je connaissais tout son répertoire parce que Diane Dufresne, c'était mon idole et je connaissais tout Diane Dufresne. Bon. Alors, par la bande, donc c'est cute. On est 2 ans plus tard, je le rencontre, là, je dis, écoute, je suis à l'hôtel La Citadelle, viens m'écouter. Je dis, la moitié de mon répertoire, c'est tes chansons. Fait que là, il est venu, évidemment. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que ce soir-là, en venant m'écouter, c'est que je passais une audition pour Starmania. Et là, évidemment, j'ai fait de 5 à 7, j'ai fait plein de tunes. Et là, en sortant, il dit, tu savais pas, mais il dit, tu viens d'obtenir le rôle de Stella Spotlight. Là, je le regarde, je savais même pas qu'il préparait Starmania. Donc, j'ai décroché le rôle ce soir-là, en chantant devant Luc, dans un piano-bar au centre-ville de Montréal. Et c'est tant mieux de même de pas l'avoir su. Parce que t'es vraiment toi. Parce que c'est des maudites auditions quand tu sais, là, je veux dire, tu peux vraiment... Quelqu'un qui a beaucoup de talent peut vraiment devenir mauvais ou mauvaise en audition. Là. J'ai les auditions. J'ai d'ailleurs... 3 ans plus tard, moi, j'ai auditionné devant Andrew Lloyd Webber à New York. Et il cherchait, parce que c'était sa comédie musicale Aspects of Love, puis le rôle principal, c'est une Française. T'sais. Moi, j'arrive avec mes cheveux, tu comprends, ma cheveux bleachée de même, puis tout le kit. Et là, ma chart, elle est en français. C'est-à-dire que c'est pas écrit A, B, C, D, E, c'est écrit la majeure. Fait que là, la madame, elle essaye de lire ma chart. Écoute, c'est moi qui étais à côté d'elle qui lui disait, quand changer d'accord, puis là, je faisais les adieux d'un sexe symbole de Starmania. Écoute, ça a été la catastrophe, tu comprends? Mais j'ai chanté pareil. Écoute, lui, il se lève. Moi, je ne savais même pas c'était qui, Andrew Lloyd Webber, tu comprends? Puis là, il y a un gars qui ressemble à une espèce de concierge qui se lève, qui s'en vient vers moi et qui me prend la main, qui me fait un baise-main. Puis il me dit, You have a wonderful voice. Tu comprends? Et c'était Andrew Lloyd Webber, sauf que j'avais vraiment pas le casting. C'était pas ça. Du tout. C'était pas ça. J'avais la voix, mais j'avais pas le casting. Fait que, et là, quand je suis revenue de là, j'ai dit plus jamais sans mon pianiste, tu sais. Et là, j'ai jamais, pour toutes les autres comédies musicales, on est venu me chercher, on m'a offert des rôles parce que j'ai jamais voulu faire d'audition après ça. Parce que t'en as fait une couple, là? Oui, j'en ai fait quelques-unes après, oui, absolument. Mais on m'a toujours offert le rôle, très souvent. Bon, de toute façon, tu sais, t'as pas besoin de Plamondon pour faire des chansons. C'est sûr qu'on t'offre des rôles, quand même. Mais ça a été des accidents de parcours un peu. Tu sais, j'ai jamais rêvé de faire des comédies musicales. Jamais. C'était pas... moi, je voulais faire des disques, je voulais faire des spectacles. Alors, donc, imagine, il m'a offert le rôle sur un plateau d'argent. Je me retrouve avec...
Écoute, Jean Leloup, Marie-Carmen, on était tous des verts inconnus, tu sais, tout verts, là, tu sais. Pas inconnu longtemps, là. Oui, mais là, en 86, même Jean Leloup était pas... D'ailleurs, il s'appelait Jean Leclerc. C'est vrai. C'est Luc Plamondon qui lui a changé son nom à cause de l'acteur Jean Leclerc à l'époque, bon, qui était sur Broadway et tout ça. Donc, ça a été fantastique. Écoute, on était 14 chanteurs dans la vingtaine, des fous, là. On a eu tellement de plaisir. On a appris notre métier dans des conditions extraordinaires. On a fait le tour de la province. C'était ma première grande tournée. Et là, cet automne-là, on m'a demandé parallèlement de faire le medley à la disque. Alors, je dirais que là, du jour au lendemain, je suis passée de inconnu à connu. Avec la tête que j'avais, là. Et tu l'as dit, puis aussi le medley. Pendant de nombreuses années à la disque, on prenait quelqu'un de la relève. On lui faisait chanter toutes les tunes de l'année. De l'année. Et ça a mis des carrières au monde, ce medley-là, mais la barre était tellement haute. Oui. Avant de monter sur scène pour aller le chanter, là, t'avais pas le choix d'aller repuiser dans l'audace de la jeune baveuse pour dire « Ah ouais, la fille, vas-y ». C'est sûr, mais c'est drôle parce que les animateurs, c'était Ding et Dong cette année-là. Et il y avait Richard Séguin qui était mon grand ami parce que Richard... Écoute, Richard a pas écrit l'album, mais souvent, il était dans mon appartement quand j'habitais chez Hélène, parce que c'est Hélène qui réalisait son album. T'sais, il a écrit W quasiment là, sur notre table de cuisine. Alors, donc, Richard était là, puis là, ding et dong, écoute, on a tellement ri, j'ai tellement ri avec Claude Meunier, que ça, tu sais, ça m'a... Ça déstresse. Puis ils ont été très enveloppants. Ils ont été tellement gentils avec moi que finalement, ça m'a donné la drive. Parce que souvent, quand tu arrives dans ce métier-là, tu rencontres des gens hyper connus, t'es comme impressionné. Ah ouais, pleinement. Tu sais, t'as beau avoir de la broue, là, mais j'étais impressionnée, mais j'étais à la fois réconfortée par tout ce monde-là. Et ça s'était bien passé. Puis c'est après ça que tu sors ton deuxième album? Ben, l'année d'après, en 87. Et là, tu dis oui à Plamondon. Et là, ben, écoute, c'est sûr, là, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Toi qui lui as redemandé ou lui qui a dit, hey, Écoute, je pense que c'est moi qui est arrivé, tu sais, puis qui... Mais tu sais, après ça, on riait. Tu sais, puis d'ailleurs, lui se disait, OK, regarde, c'est ce qu'elle veut, elle est comme... Je pense pas qu'il l'a pris personnel. Je pense qu'il aime bien ça, les têtes de cochon. Là. Probablement. Il trouvait que j'avais vraiment... Étant la tête de cochon en chef du Québec, là, tu sais. Oui, un front de bœuf. Fait que c'est ça. Donc, il me l'a offert pour une histoire d'un soir qui a été une petite chanson. Grand hit. C'est ce qui a fait que là, ça a décollé en fou, là. Quand même. Hein. On va jouer à... Tu sais, Véro a son émission, le rétroviseur. Là. Mm-hmm. En 2017, tu as dit dans la tribune, la nostalgie, c'est pas mon truc. Puis c'est drôle parce que depuis 2-3 ans, tu nages en pleine nostalgie là, avec les filles. Là. Ben, écoute, quand c'est ton propre répertoire... C'est pas de la nostalgie. C'est pas de la nostalgie. C'est ça l'affaire. Non. Quand tu chantes le répertoire des autres, oui. Mais le tien, l'interprète, son rôle qu'elle a à jouer, c'est pas de réinventer ses chansons, mais de les amener ailleurs, d'insuffler à la chanson tout ce que t'es rendu 40 ans plus tard, tu sais, 35 ans plus tard, tu sais, tous les Quai SOS, là, ça fait 35 ans cette année là, que j'ai endisqué cette chanson-là. Alors, je peux pas dire que moi, je travaille dans la nostalgie. Je suis une fille qui aime les vieilles tunes, ça c'est sûr, tu sais. Je m'en vais sur la route, j'écoute mes Eagles, j'écoute les Beatles encore. Mais je dirais que, je sais pas, j'ai dit ça, je suis pas une nostalgique. Non, je suis pas vraiment une nostalgique. Je vis pas dans le passé. Je suis une fille dans l'instant, mais parfois, je me sers des choses du passé pour m'inclure dans le présent. Et ce qui fait la beauté, je dirais, de cette tournée-là avec Marie-Carmen et Joe Bocan, c'est qu'on est encore plus d'actualité que v'là 30 ans. Avec des textes comme Repartir à zéro, Les femmes voilées, Inventer la terre. J'en revenais pas. J'ai vu le show il y a quelques mois, puis, et c'est ça qui m'a sauté d'en face. À quel point ces chansons-là auraient pu être écrites hier. Puis c'est des vieilles tunes, là, tu sais. On est encore plus pertinente aujourd'hui qu'on l'était. Tu sais, des fois, on dit les artistes sont un petit peu en avance, parce que c'est sûr de parler d'environnement, là 35 ans. Oui, inventer la terre, là. On se faisait regarder un petit peu de travers, où ça n'avait pas la même résonance. Mais imagine-toi la résonance que ça a aujourd'hui. À l'époque, ces femmes voilées, est-ce qu'il y a des femmes voilées? Écoute, quand la guerre s'est déclenchée, là, en Ukraine, ouais. Tu sais, on veut pouvoir survivre ensemble au-delà des guerres. Écoute, le lendemain qu'on a fait notre show, là, puis que la guerre a commencé, là, le monde, ça s'est
quasiment levé là, dans la Ça. salle. Ah oui. Ça devient un hymne. Oui, ben c'est ça. Mais c'est que ça résonne. C'est que là, ils vivent quelque chose. Ils font comme, mon Dieu, c'est-tu possible? On va vivre la guerre, tu sais. Alors, donc, oui, il y a de la nostalgie. Parce que toutes ces chansons-là ont tellement marqué, là, un 10, 15 ans, là, de plusieurs générations. Et ça, Gilles Vigneault m'a déjà dit, il dit, une chanson, quand tu la chantes, quand tu l'interprètes, quand tu l'offres aux gens, elle ne t'appartient plus. Elle appartient aux gens qui, eux autres, s'emparent de cette chanson-là et ils font ce qu'ils veulent avec. Tu sais, je faisais tous les cris les SOS. Moi, elle a une histoire avec moi. Mais elle a une histoire différente d'une personne à l'autre. C'est incroyable, les témoignages que je peux avoir. Et puis, des fois, c'est à l'opposé complètement, tu sais. Donc, c'est ça. C'est sûr que dans la salle, les gens vivent beaucoup d'émotions qu'ils ont vécues à l'époque, où ça les ramène. Mais à la fois, c'est très actuel aussi. Je pense que les gens vibrent. Puis en plus, avec la pandémie, il y a une charge émotive dans les salles, là. Il y a des gens qui avaient pas vu de spectacle depuis 3-4 ans. Alors, je peux te dire que on le sent, ça. Fait que c'est un cocktail, là. Moi, je vous regardais puis je me disais, quand j'étais dans la salle, comment c'est de se retrouver quasiment au top maintenant? C'est aussi loin dans une carrière, d'être hyper en demande, les salles sont pleines, tu sais, d'être hot là. C'est un cadeau. C'est un beau, cadeau. Hein? C'est un cadeau. Puis toutes les trois, à tous les soirs, on se pince, puis on se tient la main, puis on se dit, hey, one more time, on y va encore. On est-tu chanceuse? Écoute, cette semaine, c'était notre 80e show, là, en 1 an et demi. Et, en chanson, au Québec, puis en pleines. pandémie, puis les salles sont pleines. Ben, on a eu un billet d'or, un billet d'argent, 25 000 en temps de pandémie, là, avec des salles à moitié pleines, tu sais. Oui. Alors, normalement, ça serait 60, 70 000, tu sais, puis là, ça continue. Écoute, on n'arrête pas d'allonger la tournée, là, comme c'est long, ça va jusqu'en janvier 2024. Bref. Je sais, j'étais sur ton site ce matin, je regardais, OK, elle a un agenda bien rempli. Non, c'est fou. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont pré-bookés aussi longtemps que ça, là. Non, présentement, écoute, c'est fou. Puis là, on prend tout ce qui nous est offert. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'à 60 ans, t'es plus conscient. T'es plus conscient de la chance que t'as. Tu sais, à 20 ans, tu veux te faire aimez-moi, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai chanté devant des foules extraordinaires, tu sais. J'ai eu des salles pleines, là, dans les années 80-90. Et là, de retourner à ça, c'est vraiment un cadeau. Tout simplement. Comment Merci, ça a la parti? vie. Comment ça a parti? Écoute, c'est Martin Leclerc qui a eu l'idée. En fait, c'est drôle parce que moi, v'là 15 ans, j'avais eu une idée d'avoir 4 générations de Marie. Marie-Michel, Marie-Denise, Marie-Chantal, puis Marie-Hélène. 4 chansons, 4 générations. Puis finalement, de fil en aiguille, j'étais tellement... En tout cas, Marie-Hélène Thibert était au courant de ça. Bref, et Martin a fait ce premier concept-là avec 4 chanteuses. Il m'avait demandé si je pouvais participer à ça. J'ai dit non, je pouvais pas. J'étais dans Fame, puis je préparais mon album L'Éveillé. Donc, j'ai refusé. Il est revenu à la charge avec cette idée-là d'avoir Marie-Carmen Jobocan et moi. Alors, je me suis dit, parce que, encore une fois, on a le luxe, je dirais, à notre âge, de choisir. Moi, je joins toujours l'utile à l'agréable maintenant. Je veux que ça soit le fun. C'est la beauté d'avoir 60 ans. Oui, absolument. Et je me suis dit, écoute, Marie-Carmen, ça faisait 25 ans qu'on s'était pas vus. On s'était côtoyés dans Starmania, mais on se connaissait pas vraiment. Joe, la même chose, on se connaissait un peu. Et là, la mayonnaise a pogné. On s'est rencontrés une première fois et là, on s'est dit, oh wow, c'est possible. Nos rencontres de 2 heures devenaient des rencontres de 6 heures. Et là, on se racontait nos vies, puis on se rendait compte qu'on avait un bagage immensément riche. Et ça a vraiment cliqué, là. Ah, ça a cliqué. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté de la chose, parce que tu peux pas frimer, tu sais, une espèce de le plaisir, ça se frime pas. Tu sais, tu peux pas tricher là-dessus. Les gens le sentent qu'il se passe quelque chose sur scène. D'ailleurs, il y a un show backstage aussi, je peux vous dire. Ben, vous avez l'air d'une gang de petites filles. C'est en plein ça. On a 5 ans. Dans vos yeux, puis on sent que vous êtes en cheveux de déraper ou de taquiner ou même de tomber. Joe, elle tombe, écoute, sur scène, elle se ramasse. Écoute, on a tellement de plaisir. Et c'est devenu des amis. Nous, maintenant, les 3, on est des amis à vie, là.
C'est pas rien qu'une question de ça. Tu sais, à la fin de l'exercice, on aura passé presque 5 ans ensemble, tu sais. Fait que... Mais là, oui, c'est parce que toi, tu te donnes une date de fin, tu dis à la fin de l'exercice, mais, tu sais... Ben, c'est parce que j'ai d'autres projets après, là, mais ça veut pas dire qu'un jour... Mais c'est sûr que ça va avoir une fin, malheureusement. Mais là, on n'en parle pas, on n'est pas rendu là. On savoure. Oui, on a encore beaucoup de plaisir. Mais c'est vraiment extraordinaire. Tu parlais tantôt d'avoir un job de jour, un job de soir. En parallèle avec ta carrière de chanson, t'as été... T'as fait plusieurs choses, dont t'es impliqué dans l'UDA, Artistie. T'as été là 13 ans présidente. 14. 14? 14 ans, 17 ans à l'Union des artistes. Fait que ça veut dire que il y a aussi en toi une fille qui est groundée ses valeurs revendicatrices. Écoute, moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon premier gérant qui m'a dit, à l'époque, il étudiait pour être... il voulait délaisser ce milieu-là pour devenir un avocat. Il dit, je vais t'aiguiller, je vais t'aider, mais il dit, tu vas apprendre à compter, puis tu vas apprendre à lire des contrats. À 25 ans. Et comme je suis bonne élève... Il y a beaucoup de chanteurs qui ont regretté de ne pas avoir les contrats. Oui, absolument. La liste est longue. Là. C'est ça. Alors, moi, dès le départ, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai produit mes 3 premiers albums parce qu'à l'époque, en tant qu'artiste, grâce à Musique Action et les programmes qu'il y avait, on pouvait, en tant qu'artiste, produire. Alors, moi, dès le départ, les listes de chiffres, ce que ça coûtait pour faire un disque, moi, j'ai tout vu ça, là, noir sur blanc. J'ai vu ce que c'était que le milieu, tout le côté business, entre parenthèses. Où tu mets de l'argent, fais de la pub pour vendre mon album. Oui. Bon, j'avais des équipes de promotion. On avait quand même... j'étais distribuée, bon, et tout. Mais j'ai appris les rudiments. Mais t'avais pas juste un petit chèque de redevance beaucoup trop bas à la fin de l'année, là. Non. J'ai su négocier quand même assez bien tous mes contrats. D'ailleurs, mon catalogue m'appartient, mes 5 premiers albums. C'est ce qui est une richesse inestimable. D'ailleurs, mon gérant me le disait. Il dit, là, tu sais pas ce que ça représente, mais il dit, dans 15, 20 ans, 30 ans, tu vas voir, tu vas me remercier. D'ailleurs, je le remercie. Alan est décédé aujourd'hui, mais... Parce que, pour qu'on comprenne, c'est une chanson a une valeur, et quand elle est reprise, quand elle est jouée, quand elle est présentée sur scène, il y a différents niveaux de redevance en fonction de qui est le producteur, qui l'a écrit. Il y a de l'argent qui est distribué, là. Oui, ben en fait, avant ça, d'être propriétaire des bandes. C'est-à-dire que moi, j'ai tous les droits sur mon interprétation de Pour une histoire d'un soir, et c'est moi qui possède la bande originale. Et ça... Quand Xavier Dolan t'appelle puis qu'il dit « J'aimerais ça avoir un bout de tous les cris les SOS dans mon film », tu fais comme « OK, c'est ça que ça représente. C'est ça qu'il me disait, là. » C'est ça qu'il me disait. Oui. Fait que là, Xavier, c'est 25$, c'est 1000$, c'est peu importe sans parler de sous. Oui. Mais toi, tu négocies, ou tu vas même aussi négocier, peut-être pas nécessairement de l'argent, mais c'est quoi le contexte? Puis, je préférerais... Ben oui, les droits, ouais. tout simplement. Ça a un aspect pécunier, mais ça a un aspect au niveau des droits. C'est toi qui acceptes ou non. Comment t'as dit le droit? Les droits. Ben, les droits. Oui, non, mais c'est ça. Ben, c'est sûr, parce que c'est pas n'importe qui peut faire ce qu'ils veulent avec la chanson ou ton interprétation. À part les radios qui, elles, demandent pas le droit de jouer une chanson parce qu'elles sont des radios musicales. Oui. Toutes les autres personnes sur la Terre qui veulent utiliser ta toune doivent me demander ma permission. Faut qu'ils trouvent ton numéro de téléphone puis qu'ils te disent « Allô, bonjour madame ». Oui, les productions MDP, il faut qu'ils demandent. Et c'est comme ça pour tous ceux et celles qui ont le catalogue. Il y a les éditeurs aussi, là, parce que la chanson en tant que telle a des droits. Tu sais, tous les cris les SOS, je peux pas donner seule la permission. Il faut que ceux les ayants droit de Daniel Balavoine, ceux qui s'occupent évidemment de sa succession parce qu'il est décédé, ils doivent donner aussi la permission pour la chanson. Mais tout ça pour dire que j'ai appris, donc très jeune, les rudiments du métier. Et c'est ce qui fait que peut-être 12 ans plus tard, je reçois un téléphone de Serge Turgeon, qui était le président de l'Union des artistes, qui me dit « Marie-Denise, on aimerait ça que tu viennes représenter les interprètes à Ottawa parce qu'on est en train de remanier la loi, on veut que les droits voisins soient inclus et tout ça. » Puis là, je dis « De quoi vous parlez? » C'est quoi le droit voisin? Pardon. Il est fin, mon voisin, là. Et là, mais moi, j'ai un peu le sens du devoir. Quand on m'appelle, je me dis « OK, j'ai peut-être quelque chose à faire là. » J'ai accepté. Ils m'ont briefé, là. Disons que mon entrée en politique a été un peu fracassante parce que, c'est drôle, ils m'avaient préparé
quelque chose à dire, tu sais, Un brief? Oui, en bon français, un bon briefing, oui. Et j'ai été tellement mauvaise. Mais j'étais pourrie, j'étais tellement... Écoute, je shakeais de même, là. Tu sais, c'est vraiment impressionnant. T'arrives à Ottawa, il y a un comité, et puis là, c'est trop sérieux. Puis finalement, après ça, il y a la période de questions. Et là, il y a un monsieur qui se lève, en anglais, qui est un député ou je sais pas trop. Et là, il y a Serge Turgeon qui me donne un coup de coude, puis il dit, fais attention, ça, c'est une question piège. Alors, en anglais, moi, je suis parfaitement bilingue à l'époque, il sous-entend que je suis juste une petite chanteuse, que je connais pas grand-chose au métier, puis que finalement, les radiodiffuseurs, j'ai bien besoin d'eux autres pour exister. La petite changeuse aux cheveux jaunes orange, là. Hey, là, il a pesé sur le bon piton. Je me lève d'un bond. Et là, je lui réponds en anglais. When you're hiring, quand t'engages une secrétaire, t'as payé. Écoute, ça a duré 8 minutes, mon affaire. Wow. Puis là, j'étais là, vraiment crinquée. Et puis là, je me suis assise. Fait que là, ils m'ont tout applaudi. Écoute, ils m'ont applaudi parce que là, j'étais vraiment... Là, j'étais bonne parce que là, j'ai pas aimé qu'il me fasse passer. Là, je lui ai expliqué que je connaissais tous les rudiments du métier. Puis bref, écoute, je suis allée remercier ce monsieur-là après parce que j'ai dit, vous m'avez permis C'est grâce de à me lui. reprendre. Ah oui. Oui, absolument. Fait que ça a été mon entrée en politique de cette manière-là. Et là, pendant plusieurs années, on a travaillé parce qu'il fallait créer une société de gestion. C'est quelque chose. On faisait des études à l'époque pour savoir si ça serait viable. Et aujourd'hui, on est rendu à 30 millions. Je dis on, parce je fais partie d'Artistie toujours, mais on a mis la table à quelque chose Ça fait quoi, d'extraordinaire. Ça gère les droits? Ça gère les droits. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Mettons que je chante pour une histoire d'un soir, avant 1997, passé à la radio, l'auteur, le compositeur avait des droits, était payé, pas l'interprète. Ça, là, écoute. Pas l'interprète. Alors, donc... Tu sais, puis prends un chaudron comme moi qui chante une chanson, ça joue jamais à la radio. Non, mais c'est vrai, prends Oui. ta voix à toi, Ouais. c'est ce qui fait que ça joue encore et encore. Ben moi, ce que j'ai travaillé, quand je suis allée à Ottawa, je leur ai dit, il faut que vous reconnaissiez que notre travail d'interprète, c'est un travail de création. Parce que notre voix est unique. Tout notre vécu, notre bagage, il y a une unicité là-dedans et c'est une création, carrément. Et c'est ça qu'ils ont reconnu dans la trois. voix. Absolument. Ça prend la musique, ça prend les Donc, paroles, mais ça prend une voix. Après 97, donc les chansons que j'interprétais qui passaient à la radio, j'avais une redevance en tant que droit dit voisin. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, ça a été une grande bataille. Et vraiment, je suis assez fière de ce que j'ai accompli à ce niveau-là. Encore une fois, c'était pas prévu. On dirait que la vie m'a donné l'occasion. Mais je me dis peut-être que la vie m'a préparée à faire ça aussi, tu sais. Alors, je l'ai fait pendant 17 ans. J'ai été vraiment très heureuse de le faire. Fascinant, tu sais, les gens se tournent vers toi. On t'appelle pour un show, on t'offre une chanson, on t'appelle, tu sais, Turgeon t'appelle, viens faire le truc. Tu parlais de ta personnalité. À mes invités, je leur fais faire leur profil Nova. Tu t'en rappelles plus parce qu'on avait une date, nous, au printemps, mais Oui. la météo a décidé de décider garocher des autrement. maisons sur ta maison. Oui. C'est correct en passant, la maison? Oui, on a réparé. OK. c'est On a correct. réparé les arbres. Ça va être plus long à pousser, là. J'en Oui. ai perdu une quinzaine, mais ça va. Caroline, quand même. Hein? Oui. La nature, c'est fort. Absolument. Le Nova permet de connaître les couleurs de la personnalité de quelqu'un D'accord. et détermine le qui tu es au naturel, mais permet aussi de voir qui on est en adapté. Des fois, la vie fait que la personnalité peut changer. D'accord. Puis, ça détermine aussi nos motivations. Mais il y a clairement 2 filles. Puis, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fasse. Wow. Moi, je pense qu'il y en a plus que 2. Ah oui, non, mais là, écoute, moi, je suis toujours, on est toutes pas bipolaires, on est tri- puis quadripolaires. oui, là. absolument. On est tous un ramassis de maladies mentales bien collés ensemble qui font notre unicité. Là. Oui, mais on n'est pas que ça. Ah, non, mais Oui. c'est par la positive que je le dis. Oui. Au naturel, si je coupe les coins ronds, là, ta couleur prédominante, c'est le vert. T'en as 89. Quelqu'un qui est vert aussi fort que ça, là, c'est un grand besoin de stabilité, d'harmonie, vouloir faire les choses une à la fois, patiente. Tu sais, toi, du ski de fond, là, tu sais, du marathon, on va y aller à ton rythme. Les gens peuvent penser que c'est lent. C'est pas lent. Non. C'est ton rythme. Mon Dieu, ça, c'est vraiment ça. J'ai toujours été une fille qui a respecté son rythme. D'ailleurs, en fait, en début de carrière, je l'ai pas respecté, puis j'ai fait un burn-out à C'est 28 ans. Et Je peux pas te pousser dans le dos. Je peux pas Non. changer ton rythme. Tu vas me regarder. Wow. Non. Calme. Non, depuis l'âge très jeune, j'ai appris à respecter mon rythme parce que je me brûle. Tu sais, moi, je suis un bélier. Hein, je suis tout feu de flamme. Alors, tu sais, je me donne à 100% tout le temps. Fait que
peux pas être toujours à 100% tout le temps, là, parce que j'aurais plus de gaz à un moment donné. Alors, j'ai appris jeune à respecter mes limites et à me dire ton propre rythme. Et ça, c'est vraiment fondamental. Tu l'as dit, le gaz. Alors, un verre aussi fort que ça, si tu respectes ton rythme, tu vas tout le temps avoir du gaz. Oui. Mais si tu changes de rythme, la tank elle se vide, là, il n'y a plus rien, rien à faire. C'est peut-être pour ça qu'à 62 ans, j'ai encore toute l'énergie nécessaire pour faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que tu imposes ton rythme. Oui, absolument, absolument. À chacun son rythme. Il y en a qui sont dans le tapis toute leur vie puis sont capables, mais moi, je le sais que je suis pas capable. Deuxième couleur, c'est le bleu qui est à 64, quand même assez élevé. Règles, procédures, structurées, rigueur, c'est comme ça que ça se fait. Le côté bonne fille. Oui. Ben, le côté organisé. OK. Moi, je suis super organisée. Écoute, ma mère, c'était un général d'armée. Fait que, elle nous a montré ce qu'était. Il fallait. Oui, ben, je pense que dans n'importe quoi, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement désorganisés, puis il y a une espèce, il y a un ordre dans le chaos, mais pas moi. Moi, j'ai vraiment besoin que les choses soient à leur place. J'ai besoin de me retrouver dans mes choses. Moi, quand je cherche quelque chose, je sais exactement où c'est. Les tiroirs sont classés. Écoute, j'ai des classeurs et c'est ça. Chaque chose à sa place. Puis quand, ben, tu sais, des fois, sur mon bureau, là, c'est un petit bordel parce que des fois, j'ai pas tout le temps de faire le tri. Mais quand je m'assois, là, puis que je le fais, écoute, j'ai une petite jouissance. J'adore ça. J'adore payer mes comptes. J'adore mon côté comptable, là. J'ai un petit côté comptable. Ben oui, bleu, c'est la couleur du fichier Excel. Oui. Alors, donc, oui, ça, c'est super important et c'est ce qui fait. Mais ça nous aide aussi d'être organisés parce qu'on sauve du temps. Tu sais, à un moment donné, quand tu sais que t'organiser, l'organisation du temps, là, écoute, moi, je pourrais donner des cours là-dessus, tu sais. Je veux dire, pas à la minute près, à la seconde, tu sais. On dirait que j'ai une espèce d'horloge interne qui fait que, écoute, ça marche, tu sais, tout rentre, là. Mais c'est pour apaiser mon côté très... J'ai un côté anxieux. J'ai un côté très... je vois tout en même temps, tu comprends? Alors, il faut absolument que moi, je m'apaise par ces choses-là. Ouais, donc, ça, c'est, je vais bouncer, je vais sauter sur les motivations. Ta motivation principale, c'est l'esthétisme. Puis l'esthétisme, c'est pas juste les belles affaires, c'est l'intuition, c'est le feeling. Oui. Et toi, tu as de l'intuition. Fait que quand tu parles de je vois, là, tu fais, je le sens. Il y a ça, là. Oui. Ça va se passer. Il faut pas y aller, où on y va. Puis là, les gens disent, ouais, mais pourquoi? Parce que. Ah non, mon Dieu, c'est vraiment bien ton affaire. C'est pas moi, c'est un logiciel. Hein? Non, mais le logiciel, écoute, il a fait sa job où j'ai bien répondu aux questions. Non, mais pour vrai, moi, j'ai fait des années que je travaille avec Nova parce que le portrait que ça donne de quelqu'un est vraiment fou. Okay. Des fois même, il y a beaucoup de certains coachs qui l'utilisent. Là, des fois, ça peut même débloquer certaines personnes qui se voyaient pas comme ils le sont. Puis ils font, hey, c'est vrai, je suis une même, Caroline. Oui, moi, je suis vraiment une instinctive. Tu sais, je suis d'instinct. Très souvent, j'ai pris des grandes décisions dans ma vie parce que je le vois. Tu sais, je suis une visuelle. Tu sais, je suis pas une fille qui va se poser toutes sortes de questions. On dirait que ça fait « Wow! » Puis là, ça vient, ça se présente à moi. Ça fait peur aux autres autour parce qu'il n'y a rien de tangible. Sur quoi tu te bases? Je suis extrêmement incapable d'expliquer quoi que ce soit dans la vie. Oui, des fois, je peux arriver. Tu sais, bon, on arrive à avoir une conversation. Tu arrives à me suivre, ce qui est déjà pas pire. C'est comme la première fois qu'on m'a demandé, on a dit, on veut que tu donnes des classes de maître, on veut que tu enseignes. J'ai fait comme... Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire, tu sais? Parce que, encore une fois, tout mon apprentissage, tu sais, je te le disais, tu sais, c'est vraiment ma présence d'esprit. Je prends comme une éponge, je fais le tri, puis là, je garde ce qui est bon pour moi, tu sais. Alors, donc, l'enseignement s'est fait beaucoup par question-réponse, puis là, à un moment donné, on arrive sur des pistes. Finalement, j'avais très certainement des choses à dire, tu sais, mais il me faut un contexte. T'sais, moi, je pourrais pas écrire des livres sur l'enseignement. Oublie ça. C'est trop un fouillis dans mon esprit. Mais quand je suis dans un contexte donné et qu'on me pose des questions, on m'arrive, là, j'y arrive. Mais je suis une fille d'instinct. C'est vraiment ça. La dernière couleur, c'est le rouge. Le rouge, c'est d'être directif. À la base, t'en as peu, t'as 21%. Oh, j'en ai plus que ça. Ma mère m'appelait le petit boss de Bécosse. Non, mais attends, c'est ça. Puis c'est là que je m'en vais. C'est qu'à la base, d'après Nova, là, ton naturel, c'est d'avoir un rouge relativement bas. Ce qui veut dire éviter les conflits, pacifique, prudente,
aime la prévisibilité des choses. Oui. Mais ça, c'est au naturel. Puis, en adapté, le bleu, il revole. Fait que ça veut dire, au diable les procédures, on est rebelle, on invente ses propres règles. Le rouge, il remonte un petit peu plus directif. Oui. Ben, si tu me donnes la place, si tu m'offres la place, je suis pas une fille qui va tasser du monde. OK. Mais si on me l'offre, là, je vais prendre tout le plancher. OK, tu fais là, je vais créer règlement, puis là, c'est même ça va se passer. Oui, absolument. Parce que sinon, moi, je suis pas une batailleuse. J'aime pas me battre. J'ai un esprit très pacifique. Tu me veux plus là? OK, pas de problème, je m'en vais. Je vais où on m'accueille. Puis si tu m'accueilles, ah ben là, le rouge, absolument, OK. il va prendre son 100%. Mais sinon, si je me sens pas à ma place, si je sens que ma présence ne changera pas grand-chose ou qu'il y a d'autres gens qui fêtent, OK, bye, j'ai pas de temps à perdre, tu sais. Je suis pas une fille qui va se battre pour des choses, pour se faire une place nécessairement. Moi, je vais vraiment où on m'appelle. tu sais. OK. C'est dans ce Fait que sens. tu vas te battre seulement dans le ring. Ouais. Quand on t'a dit, viens dans le ring, là, parfait. Ouais. On Ouais. est dans le ring, là, je peux me battre. Puis Mais sinon, le résistant... puis même, ça sera pas une bataille. Je vais être une fille. Je pense que je suis douée pour être modératrice. Moi, ce qui arrive, c'est que dans le ring, je vais regarder tout ce qui se passe. Et là, je vais écouter les interlocuteurs. Puis je vais dire, OK, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis là, je vais, tu sais, pour qu'il y ait une espèce de cohésion, je vais être la fille qui va être modératrice, carrément, tu sais. Mais j'imposerai pas mes idées, ou je vais le faire, je vais le suggérer, mais je serai pas comme, c'est ça. Tu sais, je sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si je suis à un endroit, puis que là, tu sais, c'est le fouillis, là, il y a personne qui a pris le lead, là, je vais faire comme, OK, point sur la table, là, je vais rapper. Je vais dire, OK, là, tout le monde, on s'en va là. D'ailleurs, avec les filles au départ. Écoute, Joe puis Marie, là, c'est deux tripeuses, tu comprends? Écoute, après 6 heures de temps, le show avait 6 heures. Tu sais, je Ben dis, oui. les filles, je dis, un spectacle, c'est toujours 2 heures, là. On pourra pas faire... Mais tu sais, Parce je que moi, au les- début de carrière, je me produisais. Fait que là, Garbin, là... Non, mais je les laissais Oui. faire au niveau créatif, parce que c'est extraordinaire de travailler avec des filles de même, tu sais. Mais à un moment donné, je dis, OK, là, aujourd'hui, on va couper. On se ramasse. On se ramasse. Parce que là, dans le temps, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est ça que je vais faire, tu sais. C'est plus ça, là. Je vais ramener comme ça. Mais c'est sûr que je suis un leader. J'ai quand même une capacité de leader. Il y a une partie de moi qui me dit, tu sais, en anglais, ils disent, don't fuck with her, là. J'ai l'impression qu'il y a, c'est parce qu'aussi t'as l'altruisme très fort avec des idéaux dans le tapis. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des petites orteils sur lesquelles il ne faut pas piler. Non. Non. C'est sûr que si tu viens me déranger dans ce qui est le plus fondamental, je vais réagir. Ça, c'est clair, tu sais. Non, il y a des principes, des valeurs. Ben, tout le monde en a, tu sais. Puis, c'est variable. tu sais, si moi, je respecte ces valeurs-là chez moi, ben, mais très souvent, je pense que quand on se respecte soi-même, les gens, on dirait qu'ils osent pas. Ils osent pas trop, tu sais. On dirait qu'on dégage quelque chose qui fait que les gens vont pas trop déranger ça chez toi. Mais ça arrive des gens qui vont trop loin. Mais ça, je suis pas gênée à ce moment-là de leur dire, là, non, ça, c'est non. Pas de difficulté à Ça, c'est l'imaginer. non. Ça, c'est non. C'est non. Tu sais, on disait, on est tous bizarres, puis on a tous notre personnalité. Toi, à 5 ans, t'étais en amour avec Claude Léveillé. Oh, C'est rare, les petites filles de 5 ans qui sont en amour avec Claude Léveillé, quand même. Écoute, à l'époque, il y en avait peut-être d'autres, je les ai pas connus. mais oui, je le regardais à l'époque. Puis à l'époque, en plus, c'est qu'à la télé, il faisait des émissions pour enfants. Il y avait un personnage qui s'appelait vrai. Clo-Clo. Donc, je le voyais dans cette espèce de clown-là, mais je le voyais aussi chanter. Puis, oh mon Dieu, je le trouvais donc bien beau. Et sa musique m'a tellement entré, vraiment, je dis, c'est dans mon ADN, ça aussi, c'est cette musique-là. La vie est bien faite pareil, Romantique. parce que plus tard, tu t'es ramassé dans la même compagnie de disques. Oui. Oui, ça a été un cadeau de pouvoir... Des cadeaux de vie, hein, ça? Le côtoyer, de connaître l'homme. Je l'ai connu à une époque, il sortait d'un 10 ans très difficile parce que son fils s'était suicidé, en tout cas, et tout ça. Et j'ai eu de très belles conversations avec lui. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître l'homme aussi. Un gars tourmenté. C'était pas simple pour lui, Claude. Mais un créateur, un romantique. Écoute, sa musique. Moi,
cette musique-là et celle d'André Gagnon, c'est parmi ce que je préfère, tu sais. Au niveau de ma fibre, je dirais, artistique, ça vient me rejoindre énormément, même si j'ai écouté toutes sortes de choses dans ma vie, c'est du rock progressif à du classique, mais la musique romantique, j'aime beaucoup, beaucoup cette musique-là. Parlant de romance, t'es en amour, là? Oui! Oui! Ouais. Puis t'es comme un espoir pour tous ceux qui disent après 50 ans, là, on est fini. Il n'y a plus moyen, là. Si t'es célibataire à 50 ans, là, on ferme boutique. Ben non. Moi-même, j'avais dit ça. Ah oui, t'avais dit on ferme boutique? Oui, à 55 ans, moi, quand j'ai rencontré mon chum Normand, j'avais dit, ben écoute, ça va probablement être ça. Ça va être ça. Ça faisait On va avoir des chums de filles. 4-5 ans, puis j'avais accepté l'idée que si je vivais seule le reste de mes jours, ce serait pas si grave parce que j'étais bien. Tu sais? Alors, on dirait que c'est comme quand on lâche prise, que là, oups, la personne se présente. Et ça a été un cadeau inestimable aussi, tu sais. Je me dis, mon Dieu, et ça fait 7 ans et demi, puis on se pince encore, on est amoureux comme au premier jour, puis on est tellement... on va tellement bien ensemble, tu sais. On a vraiment des affinités. Je dirais que tout l'essentiel, c'est de la communication très non-verbale. C'est parce que moi, je le suis. Au niveau des sentiments, on se dit tout le temps des petits mots, là, mais dans l'essentiel, tu sais, nous autres, on peut rester dans le silence tous les deux pendant des heures, puis on est bien. On sait, tu sais, il y a une présence invisible qui nous unit, et ça, c'est magique, tu sais. C'est la première fois dans ma vie que je vis ça, et c'est ça. Oui, il y a de l'espoir. Je me dis, les femmes, ne désespérez pas. Mais une des clés en vieillissant, c'est-tu justement de vivre l'amour à distance? Comme ça, tu t'endures pas à journée longue? Non, parce qu'on est presque toujours ensemble. Okay. Mon chum et moi, oui, on se suit. Écoute, il vient en tournée. C'est la première fois que j'ai un chum qui vient en tournée. Parce D'ailleurs, que lui, il vit aux îles. il vit aux îles, mais on vit aux îles ou on vit à Moronite. On est vraiment entre les deux. Là, présentement, il est aux îles parce que sa famille est là et qu'il loue sa maison. Puis il y a d'ouvrage. Il travaille aussi un petit peu encore. Mais tout l'automne, écoute, je dirais 80% du temps, on est ensemble, tout le temps. Ah, cool. Oui. Quand même. Absolument. Ouais. Fait que, petite fille de ville, 30 ans, 450, là, ça fait 20 ans que t'es dans le bois. Ah, presque 30 ans, ça fait 26 ans que je suis dans le bois, oui. Puis tu tripes sur Noël. Entre autres. Écoute, Hey, depuis 2006, tu fais les shows de Noël. Que Noël, là, c'est là, on n'arrête pas. Oui, là. depuis 2005. Écoute, puis ça n'arrête pas. Il y a de la demande. T'as encore des shows de bouquet, là, je regardais, les shows de Noël. Ben là, j'en ai 8 encore cette année, quand je fais pas la tournée de Martin Leclerc. Bref, j'adore ce répertoire-là. Écoute, je suis une chanteuse à voix. Et le répertoire de Noël pour une chanteuse à voix, là, c'est du bonbon. Ma mère a chanté 25... Peuple à genoux. Écoute, c'est sûr que, gars, il y a un contexte. T'es dans une église. Ouais. C'est sûr que les chants sacrés, dans une église, ça prend tout son sens, ou pas. Oui. Parce que j'en parle de ça. Mon album de Noël s'appelle Noël, parle-moi. Parle-moi aujourd'hui, en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire, Noël et tout? Et d'ailleurs, j'interroge les gens, sur le qu'est-ce que Noël pour vous maintenant aujourd'hui, en espérant que ça soit pas juste la fête des cadeaux. Fait que oui, il y a le Minuit chrétien que je chante encore, qui est un petit peu spectaculaire dans ma façon de le chanter, parce que il y a une histoire autour de ça, mon père le chantait et tout. Hey, tous nos pères l'ont chanté, comprends-tu? Ouais, mais mon père... Avec du coffre. Ah, ton père avait de la voix? Les deux. Ah oui? Moi, mes deux parents étaient deux chanteurs extraordinaires. Maman était colorature, elle chantait 25 ans dans les chorales. Mon père, là, écoute, jusqu'à sa mort, mon père était gros comme une échalette, là. Puis quand ça sortait, c'était comme Pavarotti. Ah ouais. Alors, j'ai le coffre de mon père, puis j'ai l'étendue de voix de ma mère. Fait que j'ai vraiment... ils m'ont offert le plus beau des cadeaux, ça c'est sûr. Cool. Tout ça pour dire que c'est sûr que Noël, peut-être que je dirais que je suis nostalgique par rapport à Noël. J'ai quand même aimé mes Noëls d'enfants et ça me ramène en quelque part avec la famille, avec mes parents et peut-être que c'est ça que je veux revivre à tous les ans. Ça serait peut-être mon petit côté nostalgique. Mais je le fais quand même en lui parlant aujourd'hui. Et en apportant une espèce de questionnement par rapport à la fête de Noël. Mais le répertoire est fabuleux, là. Je le fais avec des orchestres symphoniques, j'ai des invitations, je me paye la traite. Oui, puis déjà, juste ces lieux-là, oui. Chanter dans une église, la voix, l'acoustique, c'est... Écoute, moi, je me retiens pour pas pleurer.
C'est sûr. Oui. Il y a quelque chose, tu sais, je veux dire, toutes ces années où il y a eu le silence, où il y a eu ces chants, où il y a eu les grands orgues, il y a eu quand même des choses qui se sont passées dans les églises, tu sais, c'est tout notre passé, notre patrimoine. Qui n'est pas nécessairement religieux, là. Je veux dire, moi, je suis athée, mais chaque fois que je rentre dans une église, j'ai l'émotion à fleur de peau. C'est un bâtiment qui te fait sentir... Qui est habité. Oui, tellement. Tu sais, écoute, j'ai chanté à la superbe, entre autres, église de la Visitation, là, près de Papineau, sur Gouin. Écoute, elle date de 1700, quelque chose, là, tu sais, c'est le 18e siècle. Tu rentres là-dedans, là, tu t'assois, tu sais, tu respires 2 minutes, tu sais. Fait que c'est tout ça. J'adore chanter dans les églises, que ce soit des chants de Noël ou autre chose. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Si je me google, pas souvent. Non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que les gens cherchent d'après toi, sur toi? Je sais pas. Qui mon chum, probablement? Je sais pas. Non, mais bonne nouvelle, quand on disait tantôt d'être au top, là, présentement, en date de ce matin, le mot le plus recherché lié à ton nom, c'est spectacle. Ah bon? Ah ben ça, c'est merveilleux. Le monde veut te voir en show. Oh, c'est comprends-tu? génial. C'est cool. C'est génial. Deuxième mot le plus recherché, c'est 2 mots. Conjoint normand. Fait qu'ils savent son nom. Oui. Quand même, hein? Ben, mon beau Normand, ben, j'en parle beaucoup, puis écoute, et puis c'est lui qui vend les CD, parce qu'on vend encore des CD, imaginez-vous donc, j'ai des coffrets, puis ça se vend, c'est fou, hein? Et c'est lui qui les vend. Alors lui, il rencontre beaucoup plus mes fans, parce que là, depuis la COVID, on n'a plus le droit d'aller rencontrer les gens. Parce que, tu sais, il faut quand même qu'on soit prudente, là, si on veut continuer à faire des spectacles. Alors, finalement, Normand a plus contact avec ton les agent de fans. service, ton agent de liaison. C'est en plein ça, puis lui, il aime ça. C'est un gars sociable. Écoute, il fait tellement bien ça. Troisième mot le plus recherché, famille. Oui. Noël. OK. Hein, oui. Île de la Madeleine. Tout est dans tout. Âge, ils sont curieux, ça. Il a quel âge? OK. Parents, conjoint 20-21. 20-21. 20-21. Écoute, c'est assez précis, oui. As-tu changé? Mais là, 20-22, écoute, 21-22, c'est encore le même. C'est la même réponse. Oui, oui, absolument. Hey, merci beaucoup de t'être déposé ici. Ça me fait plaisir, François. J'en reviens pas que ça passait vite de même. On est rendu à 1h05 et 26. Écoute, ça a été ultra sympathique, vraiment. Puis je demande toujours à mes invités de terminer en disant le nom du balado, espérant avoir fait un bon casting, parce que je souhaite aux gens de dire ces mots-là les plus souvent dans leur vie. Ben là. Et de s'organiser pour avoir envie de les dire. Oui. Ouais. Oui, que la vie est belle. Ouais. Eh, mon Dieu, moi, je dis merci la vie à tous les jours. Alors ça aussi, c'est un beau mot à dire. Oui, elle est belle. Il faut regarder dans les raccoins parce que si on écoute juste ce qui se passe de pas beau, tu sais, puis malgré tout ce qu'on voit dans les journaux, dites-vous que 90%, c'est du beau qui se passe, tu sais. C'est que dans les journaux, on parle que des choses qui marchent pas comme faut. Le reste, là, sinon l'humanité serait pas possible. Il y a des petits miracles qui se passent à tous les jours. Alors, cherchez les miracles parce que la vie est belle. Puis il faut aller voir les 3 gamines en spectacle. Parce que oui. Absolument. Hey, merci. Bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui était une présentation du VPN Surfshark. Pour le code promo, le lien est dans la description de ce balado. Vous avez écouté La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.